Alors, on va corriger l'activité expérimentale numéro 7, un service au tennis, où il était question d'énergie cinétique, d'énergie mécanique, d'énergie potentielle de pesanteur et du travail d'une force non conservative, une force de frottement. Au niveau de la contextualisation, on étudiait un service, une balle de tennis, qui présentait un rebond. Donc on avait une vidéo que je vous passe, et donc la problématique est la valeur de la vitesse de la balle juste avant son premier rebond de l'autre côté du filet. Le sol amortit-il beaucoup la vitesse? Dans les documents à disposition, donc vous aviez une vidéo qui permettait de modéliser le mouvement, on ne travaillait pas sur la vidéo de base. Donc il y avait une balle qui était lancée, qui présentait des rebonds qu'on va exploiter sous Lattice Pro. On précise que la masse de la balle c'est 58,5 grammes et non 50 grammes comme sur la vidéo. Vous aviez un programme Python qui permet de tracer les variations d'énergie au cours du temps. Et donc, en fait, au lieu d'utiliser directement votre pointage issu de Lattice Pro, le professeur vous fournissait un fichier CSV, donc issu de son propre pointage à lui, qui devait travailler avec le fichier Python fourni. Donc attention, dès que vous avez un fichier CSV, il faut absolument qu'il soit enregistré dans le même dossier que le fichier Python. Donc on téléchargeait le fichier Python, on téléchargeait le fichier CSV, on les mettait tous les deux dans le même dossier. Donc toute la partie en fait traitement du CSV où on remplace les virgules par des points, etc. n'était pas complétée. Et donc ici, on vous donnait en gros l'équivalent d'un complété. Donc on avait créé des listes vides pour l'énergie potentielle cinétique mécanique. Puis en dessous, il fallait compléter eh bien, les listes pour le calcul. Donc vous aviez EC à faire, EP à faire, EM à faire. Et au niveau du graphique, donc on vous montrait comment faire avec le graphique EP en fonction du temps, donc grâce à PLT-Plot, qui permet de tracer l'énergie potentielle en fonction du temps. Donc ici, avec des points bleus, des petits marqueurs de forme de plus, et une légende énergie potentielle. Donc il fallait faire pareil pour EC et pour EM. Donc ici, il fallait enlever le hashtag et compléter en identifiant par rapport à la ligne du début. Également, il fallait mettre un titre graphique et légender l'axe des X. La première question, donc c'était d'ouvrir Lattice Pro. On ouvre la vidéo rebond.avi et on réalise le pointage. Donc c'est parti. Donc ça c'est la fenêtre qu'on a quand on ouvre Lattice Pro. D'ailleurs, il y a Lattice Pro marqué en gros, j'ai cliqué dessus pour l'enlever. On va aller ici dans lecture de séquence et on va aller chercher la vidéo. Donc chez moi, elle n'est pas sur le bureau, donc je vais remonter pour la retrouver. Vous, généralement, elle est sur le bureau du lycée. Voilà, vidéo rebond. Ça l'ouvre, donc on la voit passer. Si vous voulez retourner au début de la vidéo, c'est les flèches ici. On peut passer image par image pour bien voir le mouvement. Donc on voit bien des rebonds. On vous demandait de prendre un axe ici au niveau du sol et des axes dont les abscisses sont dirigées vers la gauche. Pourquoi? Parce que vous avez vu que la balle est envoyée de la droite vers la gauche. Je me replace à l'image 0 ici, grâce à ces flèches-là, et je vais suivre tout ce qui est marqué ici. Donc la sélection de l'origine. Donc c'est à la verticale de la balle, au niveau du sol. Je clique. Je vais sélectionner les talons. Donc là, on en a deux au choix, soit ici, soit ici. Je vais prendre celui-là. Donc c'est 0,6 mètres. Ensuite, je choisis ce système d'axes, comme demandé dans l'énoncé, et j'ai sélectionné manuellement les points. C'est toujours manuellement que vous le faites. Et je vais cliquer au centre de gravité de la balle. Vous voyez ici, il y a une loupe. Moi, je vais aller un peu vite pour le faire évidemment de façon consciencieuse. Donc, ici, on a le premier rebond. Vous voyez que je ne clique pas exactement au centre. Il faudra vraiment le faire de façon plus précise. Là, j'essaye d'aller rapidement. Deuxième rebond.
troisième rebond. Je vais m'arrêter là. Donc ensuite, vous cliquez sur transférer vers les vecteurs. Cette fenêtre-là, généralement, on s'en sert pas, donc on la ferme. Pour avoir les données issues du pointage, donc vous pouvez aller dans tableur, il faut aller ici dans courbe. Donc on peut avoir la liste des X que je clique, je fais glisser ici, la liste des Y, je clique, je fais glisser ici, et le temps, si on en a besoin, je clique, je fais glisser ici. Donc c'est là où je vous disais que le professeur a déjà enregistré son pointage au format CSV. Hein, donc il y a une option, on peut enregistrer au format CSV, c'est déjà fait. Je vais laisser ça de côté parce que dans le document, on vous dit que pour l'instant, on laissera la TISPRO de côté pour se servir du fichier tout fait, hein, en format CSV. Et on vous demandait de compléter ligne de code Python. Donc je vais aller dans le fichier Python. Donc on a toute la première partie qui concerne les CSV où vous n'aviez rien à compléter. Hein, donc je le passe. Et on arrive sur tout ce qui est énergie. Donc là, on a une liste vide pour énergie potentielle, pour énergie cinétique, pour énergie mécanique, et on va le remplir grâce à cette partie ici. Donc moi, j'ai déjà complété, qui ressemblait à ça. Donc il fait avec l'énergie cinétique, on la complète. On sait quoi? On sait que l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Sauf que, dans le fichier CSV plus haut, là, on n'a pas juste V. On a Vx et on a Vy. Et vous savez que V, c'est égal à racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Donc, quand je remplis, on a bien le 1/2, 0,5, fois la masse. Donc la masse, en fait, dans l'énoncé, on vous l'a donné. Donc en grammes, je l'ai remis en kilogrammes. On aurait pu prendre des puissances de 10, hein, donc 0,058. Fois, donc ici c'est V. On a Vx au carré, le étoile étoile 2 c'est des au carré, plus Vy étoile étoile au carré. Vous allez me dire, mais j'ai oublié la racine carrée. Mais non, parce que comme dans la formule c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré, comme ici normalement j'ai une racine carrée et un carré, bah ça s'enlève. Ici, ça ajoute à la liste vide la valeur qui vient d'être calculée. Ici, pour énergie potentielle, l'énergie potentielle, c'est M fois G fois Z, avec Z l'altitude, mais dans cette activité, l'altitude, on l'appelait Y. Hein, dans le pointage vidéo Lattice Pro, l'altitude, c'était Y. Donc, M qui est ici, fois G 980 qu'on vous donnait dans l'énoncé, fois Y. J'ajoute à la liste vide ici toutes les valeurs que l'on calcule. L'énergie mécanique, bah, c'est la somme des deux. Et on ajoute à l'énergie mécanique. Au niveau du graphique, donc on vous donnait en exemple celui-ci, PLT-plot, donc c'est-à-dire tracer un graphique. Ça, à chaque fois, le premier terme, c'est l'abscisse. Ensuite, c'est l'ordonnée. Donc là, on traçait EP en fonction du temps. Ici, j'ai tracé EC en fonction du temps. Là, EM en fonction du temps. Et bon, bah, je changeais les marqueurs. Donc là, j'avais des plus, là, j'ai mis des croix, des ronds. Vous pouvez mettre des plus partout. Je vous rappelle que normalement, en physique-chimie, dans les graphiques, on trace des plus. La première, elle est en bleu, la deuxième, je l'ai mis en rouge, la dernière, je l'ai mis en vert, hein, green. Et ici, bah, c'est la légende de chacune des courbes. Le titre du graphique, bah, c'est par exemple évolution des différentes formes d'énergie au cours du temps, hein, parce qu'on a bien les trois énergies, EP, EC, EM. En Y, on mettait le temps en secondes. Et, voilà. Et donc, la légende de l'axe des Y, ce sont les énergies. Si j'exécute, donc il va aller me chercher les valeurs du CSV qui correspondent au pointage Lattice Pro pour faire tous ces calculs et j'obtiens ce graphique-là. Donc j'ai en bleu l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, la balle, elle était lancée avec une certaine altitude, elle descend, elle rebondit. Donc la courbe est logique, comme EP, c'est M fois G fois l'altitude. Si l'altitude diminue, l'énergie potentielle diminue. On vous demandait de commenter un peu les courbes. Donc finalement, l'énergie potentielle suit les variations d'altitude, ce qui est logique. L'énergie cinétique en rouge, elle va augmenter parce que la balle, elle est lâchée avec une certaine altitude. Donc plus elle va tomber, plus elle va aller vite. Donc c'est normal. En ce point-là, elle touche le sol. Donc après, bah, ça va redescendre. Pardon, en ce point-là, désolé, elle touche le sol. Donc la vitesse y est minimale. Puis après, elle rebondit. Donc la vitesse augmente, etc. Et là, c'est plutôt visible sur cette partie-là. Vous voyez que, en fait, c'est comme si l'énergie potentielle était transformée en énergie cinétique. Hein, donc, il y a un transfert entre les deux énergies. C'est visible également là et là. Autre chose qu'on peut remarquer au niveau de l'énergie mécanique, qui est la somme des deux,
à quelque chose près, elle est constante entre deux rebonds. On voit qu'entre, donc par exemple, ce rebond-là et ce rebond-là, il y a eu une perte d'énergie mécanique, hein. Il y a un delta assez important ici, mais pendant la durée de vol, entre guillemets, elle semble constante. Si elle semble constante, c'est que comment ça s'appelle, les frottements sont négligeables. Donc ça, c'était pour la question sur le commentaire des énergies, hein. Donc l'énergie potentielle et l'énergie mécanique se transforment l'une en l'autre, hein, car l'énergie mécanique est constante. Il y a un transfert de l'une en l'autre. Alors, pour les questions. Donc, la 4, c'est ce qu'on a fait, décrire l'évolution au cours du temps des différentes formes d'énergie. On vous demandait de déterminer la date du premier rebond. Donc, si je reprends mon graphique, on voit que l'énergie potentielle diminue jusqu'à un certain point. Donc, on peut avoir les coordonnées, là, ici en bas. Bon, là, quand j'enlève mon curseur, forcément, ça s'en va. Mais si vous regardez, il y a le X et l'Y. Donc, si je me place au point de chute, je peux y lire le X qui vaut 0,198 secondes. Donc, on va dire 0,20 secondes. Donc, la date du premier rebond est à 0,20 secondes. La date ici du deuxième rebond, donc je me mets par exemple là, serait à 0,898 secondes, on va dire 0,90 secondes, et ainsi de suite, d'accord? C'est là, vous avez le passage entre les deux valeurs d'énergie mécanique. De toute façon, on voit bien la chute visible là. En exploitant les résultats de l'étude expérimentale, déterminer la valeur de la vitesse de la balle et son altitude au point juste avant le premier rebond et juste après. Donc, en gros, je vais me placer ici. Le rebond, il est là. Le point juste avant, il est là. Le point juste après, il est là. Et on veut calculer la vitesse avant, la vitesse après. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie cinétique qui est liée à la vitesse. On veut calculer aussi l'altitude. Et on a l'énergie potentielle qui est liée à l'altitude. Donc, juste avant le premier rebond, je suis à quel timing? Je suis à 0,165, donc on va dire 0,17 secondes. À 0,17 secondes, là je suis sur la courbe bleue et j'ai 0,097 joules pour EP. Je vais avoir pour EC 0,52, 0,53 joules, on va dire. Hop. Donc je passe sous Pent pour vous faire les calculs. Alors, donc on est sur la question 6. Hein. Question 6. Juste avant le premier rebond. Juste avant le premier rebond. On est, donc grâce au curseur, on a dit qu'on était à 0,17 secondes. Et avec le curseur, j'ai lu une énergie cinétique qui valait 0,69 joules. Or, moi je sais que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m fois la vitesse au carré. Et là, on me demandait de calculer la vitesse. Donc si je l'isole cette expression-là, ça fait 2 fois EC divisé par m racine carrée. Donc ça nous fait 2 fois 0,69 divisé par la masse, donc c'était 0,0585 racine carrée. Et ça, à la calculette, ça me fait 4,9 mètres par seconde. Si je veux l'avoir en km/h, je multiplie par 3,6 et ça me fait 17 km/h. Donc là, j'ai fait multiplier par 3,6. Donc avec le curseur, j'ai l'énergie potentielle de pesanteur qui valait 0,093 joules. Or, je sais que l'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à m fois g fois z, l'altitude qu'on appelle ici y, hein, dans cette activité. Je vais isoler l'altitude, donc ça me fait EPP sur m fois g, donc ça me fait 0,093 divisé par la masse, donc 0,0585 fois G 9,81. Et avec deux chiffres significatifs, ça me donne 0,16 mètres, ou 16 cm si vous préférez.
Donc, si maintenant on se place juste après le premier rebond, donc je place mon curseur sur le point juste après. Juste après le premier rebond. On va aller regarder les valeurs. Donc, je reprends mon curseur où en bas, là, je vois les valeurs. Donc, le rebond, il est là. Je me place sur le point qui est juste ici. Je suis sur la courbe bleue, donc EPP. EPP en Y, donc je suis en 0,055. Bon, tout à l'heure, j'ai 0,057. Peut-être mal. Ouais, c'est ça, je m'étais mal placé. 0,057 joules. En EC, donc la courbe rouge, en arrondissant, je suis à 0,33 joules. Donc, je vais me servir de ces valeurs-là. Donc juste après le premier rebond. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas dit, on est d'ailleurs à T égale à 0,23 secondes. Donc l'énergie cinétique valait 0,33 ou 0,32 joules, là. Avec la même formule que là-haut, V, ça vaut 2 fois EC sur M. Je remplace 2 fois 0,32 sur la masse qui valait 0,0585, racine carrée. Ça me fait 3,3 mètres par seconde. Ce qui aussi fait 12 km/h si on veut le repasser en km/h. Donc on voit que ça a quand même bien diminué. Hein. Je passe de 4,9 mètres par seconde à 3,3 mètres par seconde. C'est quand même pas rien. Avec le curseur pour EPP, énergie potentielle de pesanteur, j'avais 0,057 joules. Toujours par la même formule ici, que je reprends directement. Ça nous fait un Y qui est égal à EPP sur M fois G. Donc 0,057 sur la masse 0,0585 fois G, 9,81. Et ceci nous fait 0,099 mètres, soit 9,9 cm. Voilà, on vous demandait en question si le sol amortissait beaucoup la vitesse. Donc je suis passée de 4,9 mètres par seconde à, c'est où, à 3,3 mètres par seconde, entre avant et après le rebond. Si on calcule, ça fait une perte de 33% en vitesse. C'est quand même pas rien. Donc oui, le sol amortit beaucoup. Donc il doit y avoir des frottements, hein, des forces de frottement au niveau du sol qui expliquent cette perte de vitesse et cette perte d'énergie mécanique, parce que vous vous souvenez, en fait, on passait tout de même d'une énergie mécanique assez haute à celle-ci. Et à chaque rebond, hein, il y a une perte d'énergie mécanique. Qui dit perte d'énergie mécanique dit force non conservative, donc force de frottement ici. Voilà, donc là on a fini avec cette question-là. Calculer approximativement le travail exercé par la force du sol, donc la force de frottement hein, dont on vient de parler, sur la balle lors du deuxième rebond. Donc là on va se placer au donc, premier rebond, deuxième rebond, ici. Donc j'avais cette énergie mécanique, je passe de là à là. Et on a déjà vu que quand on a une variation d'énergie mécanique, quand delta EM n'est pas égal à 0, c'est qu'on a une force de frottement ou une force non conservative, et que dans ce cas-là, delta EM, c'est égal au travail des forces non conservatives. Là, on va faire comme si on n'avait qu'une seule force non conservative, une seule force de frottement. Donc je vais reprendre, hop, ça, je l'efface, et on va écrire les calculs. Hop. Voilà. Donc au deuxième rebond, pour la question 7, hein, au deuxième rebond, on a delta EM, la variation d'énergie mécanique, qui n'est pas égale à 0. On voit un décroché dans les courbes. Dans ce cas-là, delta EM, c'est égal à la somme des travaux des forces. NC, c'est pour non conservative. On va faire comme si ici, il n'y en avait qu'une seule et que c'était le travail de la force du sol, de la force de frottement du sol que je noterai F. Et on va dire que c'est EMB moins EMA. Hein, entre, du coup,
cet état-là et cet état-là. Hein. Donc si je vais regarder les valeurs, donc bon, je vais prendre le bas de la courbe, si je regarde ici là en bas, au bas de la courbe, je suis environ, allez, on va arrondir à 0,40 et ici en EM, je suis environ à 0,26. Donc EM de la fin, c'est celui qui était le plus bas. Donc c'est toujours la fin moins le début, hein, delta. Donc la fin, je l'ai à 0,26. Le début, je l'ai à 0,40. Et donc ça, c'est égal au travail de la force du sol. Ce qui nous fait moins 0,14 joules. Hop. Donc je vais marquer sol ici. Qu'est-ce que je vois? Je vois un signe moins. Et on vous a déjà dit que quand le signe était négatif, c'est que le travail était résistant, ce qui est normal, c'est une force de frottement. Voilà, donc ça c'était pour la question 7. Question 8, donc on vous demande de reprendre l'enregistrement Lattice Pro, de créer des colonnes permettant de calculer puis de tracer l'évolution des énergies cinétiques, potentielles et mécaniques, en gros ce que fait Python, au cours du mouvement. Et on vous demande si on trouve la même chose que sur Python. Donc normalement, oui. Je reprends donc Lattice, où j'avais mis X, Y et le temps. Je vais fermer, hop, ça. Donc pour calculer l'énergie cinétique, il nous faut la vitesse. Comme on a X, Y et le temps, eh bien on va d'abord calculer Vx, Vy, puis calculer V. Donc V, c'est la racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Donc c'est parti. On a déjà eu dans un autre TP comment faire manuellement. Donc par exemple ici, j'aurais pu faire une nouvelle variable qui s'appelait Vx. J'aurais mis égal, donc x d'après moins x d'avant sur t d'après moins t d'avant. Donc faire le point d'après moins le point d'avant. Là, on va voir une autre façon de faire en utilisant la dérivée. Alors, donc on va aller dans traitement, calcul spécifique, et vous allez trouver la dérivée. Et je vais d'abord faire la dérivée de x par rapport au temps. La dérivée de x par rapport au temps, c'est Vx par définition. Donc je fais glisser ici, je calcule, et donc la courbe notée dérivée mouvement de x, ça sera en fait Vx. Je vais faire pareil pour Vy, donc je vous rappelle que j'ai fait traitement, calcul spécifique, dérivée, je fais glisser mouvement de y ici, je fais calcul, et il m'a calculé la dérivée, donc c'est-à-dire ici j'ai Vy. Je retourne dans mon tableur, et je vais aller glisser la dérivée de x, la dérivée de y, donc je vous rappelle que ça c'est Vx et que ça c'est Vy. On va y définir une nouvelle variable, donc je clique la variable nouvelle que je vais appeler V, vous n'êtes pas obligé de mettre l'unité, vous pouvez aller chercher l'unité. Et donc V c'est quoi? V ça va être égal à, hop, entre parenthèses, Vx au carré, faire Vx fois Vx, plus Vy au carré, donc Vy fois Vy, et le tout racine carrée. Donc racine carrée, c'est comme être puissance 1/2. Donc je vais mettre chapeau là. Ici. Chapeau 0,5, ça veut dire puissance 1/2. Et je vais étendre ma formule. Donc je reclique là, je me mets en bas à droite, là vous voyez. Je clique gauche, je maintiens enfoncé et je descends. Voilà, il m'a calculé donc V, qui est égal encore une fois à Vx carré plus Vy carré racine carrée. Ensuite, j'ai calculé l'énergie cinétique. Donc je fais une nouvelle variable, EC, je pourrais choisir l'unité en joules. EC, je me mets là, je clique sur égal. EC, c'est 1/2 de la masse, donc 1/2 fois, c'est le étoile, le fois. La masse, c'est 0,0585 fois 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, donc fois ça, fois ça. J'étends ma formule,
Je clique dessus, je me mets à droite. Je maintiens le clic enfoncé, je descends. Voilà, j'ai mon énergie cinétique. Maintenant, je vais faire l'énergie potentielle. EP ou EPP, toujours en joules, hein, si j'avais voulu choisir l'unité. Je clique sur la première case, je fais égal, l'énergie potentielle, c'est M fois G fois l'altitude. Donc M 0.0585 fois G 9.81 fois du coup l'altitude, c'était Y là, ce qu'on appelait mouvement Y. Je me mets sur la cellule, je l'étends. Voilà. Et enfin, je crée une dernière variable, EM. Pareil, j'aurais pu choisir la qualité en joules dans les unités. Et EM, par définition, c'est EC plus EPP. Et j'étends ma formule. Voilà, j'ai donc créé EC, EPP, EM. Je peux fermer mon tableur, hein, il n'est jamais perdu. Et vous voyez que ça atterrit ici. Donc si je veux les tracer, je clique dessus, je fais glisser bien à gauche de l'axe, surtout pas à droite. Donc là, j'ai EPP en fonction du temps. Hein, donc on retrouve bien que l'altitude était haute, puis ça diminue. Premier rebond, ça remonte, deuxième rebond. Donc là, on voit vraiment les rebonds. Hein. EPP, c'est M fois G fois Y, ça dépend bien de l'altitude. EC, je clique dessus, je maintiens, je le mets bien sur le côté gauche de l'axe. Bon, là, c'est un peu plus moche, mais bon, on voit que ça varie entre guillemets en sens inverse, hein, comme tout à l'heure. Rappelez-vous que j'ai pointé rapidement. Hein. Et EM, que je mets aussi de ce côté-là. Et on voit que l'énergie mécanique ici semble se conserver, là aussi. Si on n'est pas sûr qu'en abscisse il y a le temps, on clique sur le temps qui est ici, je maintiens enfoncé, et par contre je mets bien sous l'axe. Hein, voilà, là ça vous l'a remis à l'échelle. Donc la question c'est de savoir si on retrouvait bien la même chose que sous Python. Bien évidemment, hein, ça aurait été étonnant de ne pas avoir la même chose. Donc l'énergie mécanique semble se conserver entre chaque rebond, il y a bien une perte d'énergie mécanique là entre chaque rebond. En fait, il y a l'énergie qui est perdue à cause des frottements, hein, qui s'en va sous forme de chaleur, si vous voulez, ou transfert thermique. Voilà, donc entre là et là, on trouve le delta EM. Entre là et là, on trouve aussi un delta EM, et on a vu que ça, c'était égal au travail de la force non conservative, donc au travail de la force de frottement. Voilà.